Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 143 de Jujutsu Kaisen. Un chapitre avec beaucoup de blabla et des révélations. Le chapitre lui débute avec Yuta qui est en face de Noya. On a un Noya qui est en très mauvaise posture visiblement à cause justement de l'attaque supernova de Choso. Mais Yuta lui propose de le soigner et on apprend que justement Yuta maîtrise la technique d'inversion et que sa technique d'inversion lui permet aussi de soigner les gens. Ce qui n'est pas réellement étonnant puisque je vous rappelle que Yuta a une capacité qui fait qu'il peut recopier n'importe quelle technique qu'il voit, du moins quasiment n'importe lesquelles. Et le fait qu'il maîtrise du coup une technique d'inversion, ça nous prouve encore une fois qu'il est réellement au-dessus des Jujutsu normaux et qu'il n'a clairement pas volé son grade de classe S. Cependant, en échange de soigner Noya, Yuta veut que celui-ci aille dire à ses supérieurs que Itadori est mort. Donc à ce moment-là, on se dit tous, mais pourquoi il va pas juste le dire lui, puisque la mission était affiliée à Yuta. Donc bon, dans les faits, c'est bien Yuta qui a tué Itadori, mais pourquoi du coup Yuta ne va pas voir justement ses supérieurs et leur annoncer la mort d'Itadori avec justement le cadavre d'Itadori. Et juste après ça, on a un flashback où on voit visiblement un adulte tenir un bébé dans ses bras, et en fond, on voit le grand-père d'Itadori. Et justement, cette personne qui tient le bébé dit « Qu'y a-t-il père ?» Donc au final, on comprend qu'en fait, c'est le père d'Itadori qui porte justement Itadori dans ses bras. Le grand-père d'Itadori, lui, n'a pas l'air serein, et il demande à son fils de se tenir à l'écart de cette femme. Donc au début, on se dit « Mais qui est cette femme ?» Nous, on pense directement forcément à la mère d'Itadori. Et il rajoute en plus qu'elle finira par le tuer. Donc là, vraiment, on se pose plein de questions. On se dit, mais pourquoi en fait? Pourquoi il dit cette femme? Pourquoi il dit pas ta femme? Pourquoi elle risque de le tuer? Vraiment, beaucoup de questions nous viennent à l'esprit à ce moment-là. Et le père d'Itadori, donc qui s'appelle Jin, dit justement à son père, donc le grand-père d'Itadori, de ne pas parler comme ça en présence d'Itadori. Donc là, on a bien la confirmation que le bébé qui est dans les bras de Jin est bel et bien Itadori. Et du coup, il dit à son père de ne pas parler comme ça, car en fait, les bébés peuvent justement avoir des souvenirs de lorsqu'ils sont petits. Et ce, même s'ils ne sont encore que des bébés. Juste après cela, on a le grand-père d'Itadori qui commence à hausser le ton et qui dit qu'il savait que justement Jin, donc son fils, voulait avoir un enfant avec une certaine Kaori. Mais que cela n'est jamais arrivé et qu'en fait, elle est morte. Donc, on se dit, mais comment ça en fait? Donc d'où sort en fait le bébé s'il n'a jamais eu d'enfant avec justement cette fameuse Kaori? D'où est-ce que Itadori est né? Et puis juste après on a la mère d'Itadori, du moins ce qui semble être la mère d'Itadori, venir et dire justement à son beau-père, donc le grand-père d'Itadori, de quoi parlez-vous? Et la mère d'Itadori, donc Kaori, a une spécificité, elle a les cicatrices que Geto a sur son front. Et on comprend à ce moment-là qu'elle est clairement possédée par un démon. Et justement, ce démon qui la possède n'est autre que Kamo Noritoshi. Kamo Noritoshi, qui je vous le rappelle, est un Jujutsu qui a plus de 150 ans et qui a créé entre guillemets les humains maudits. C'est notamment lui qui a la possession du corps de Geto. Donc à ce moment-là, tout devient clair, on comprend que la mère d'Itadori est bel et bien morte et que justement le démon, enfin le Jujutsu diabolique, mais bon je l'appelle démon parce que quand je parle de lui, je pense directement au cerveau avec la bouche, justement qu'on a vu dans le crâne de Geto. Donc le démon a possédé le corps de la mère d'Itadori et qu'au final elle est réellement morte mais elle reste en vie via justement Kamo. Ce qui fait qu'elle n'est pas réellement elle et que Kaori n'est en fait qu'une enveloppe corporelle pour ce démon Kamo. Donc là on se pose beaucoup de questions, on se dit mais attendez, comment ça se fait alors qu'il soit né Itadori, puisque le grand-père dit bien je sais que tu voulais un enfant avec Kaori et que ce n'est jamais arrivé. Donc là on se dit mais du coup, d'où il sort Itadori? De plus, vient s'ajouter à cela que lors des derniers chapitres, Choso a clairement dit qu'il était le grand frère d'une fratrie de 10 personnes, et non 9 justement, comme les 9 humains maudits. Donc on se dit que Itadori est spécial, clairement. Itadori, il y a un mystère qui plane autour de lui sur sa naissance et comment il est justement né. Et par rapport à ça, ne vous en faites pas, je tournerai très bientôt une vidéo pour parler de ça. Car je compte faire une vidéo numéro 2 par rapport à la théorie comme quoi Itadori est un humain maudit. Et justement, ce chapitre vient m'apporter énormément de nouvelles choses et de nouvelles théories par rapport à cela. Donc je ne m'étendrai pas trop sur ce sujet ici, car sinon la vidéo serait bien trop longue. Mais en tout cas, ne vous en faites pas, la vidéo sortira bientôt par rapport à ça, et je vous expliquerai tout. Suite à ce flashback, on a un Itadori qui se réveille en sursaut et en sueur surtout. Et en face de lui se tient Yuta. Donc à ce moment-là, on comprend qu'en fait Yuta n'a pas réellement tué Itadori, ou du moins qu'il l'a tué, mais il l'a tout de suite soigné juste après avec sa technique d'inversion. Donc on a un Itadori qui est surpris, qui se questionne et qui se demande mais il devait pas me tuer de base? Et face à cette réflexion, on a un Yuta qui explose de rire et qui dit quelle chance. Donc à partir de là, on comprend clairement qu'en fait, il ne voulait pas réellement de mal à Itadori.
Suite à cela, Yuta nous explique qu'en fait, durant le mois de septembre, Gojo Sensei lui avait parlé d'Itadori et lui avait demandé de s'occuper de lui. Tout simplement car Satoru Gojo avait un mauvais pressentiment. Et du coup, il nous explique qu'en fait, depuis ce jour, il joue la comédie. Et au fur et à mesure de la discussion, Yuta nous explique qu'en fait, il a réellement tué Itadori, mais que via sa technique d'inversion, au même moment où son cœur s'est arrêté de battre, donc lorsqu'il a transpercé Itadori, il l'a immédiatement soigné avec sa technique d'inversion. Et du coup, on a Itadori qui se questionne et qui lui dit « Mais pourquoi est-ce que tu m'as sauvé? Pourquoi t'as fait ça pour moi ?» Et Yuta répond tout simplement « Parce que tu es cher aux yeux de quelqu'un qui m'est cher. » Et cette phrase veut dire beaucoup de choses, car lors du tome 0, Yuta était quelqu'un de persécuté et de harcelé. Et justement, ceux qui l'ont réellement sauvé, c'est Satoru Gojo, c'est Maki, c'est Inumaki et Pandaman. C'est eux qui ont été là pour lui dans les moments durs pour l'aider et l'épauler. Mais bon, ça encore une fois, il faut avoir lu le tome 0 pour comprendre ça. Et par rapport au tome 0, ne vous en faites pas, ça met du temps, mais la review arrivera quand même. C'est juste que je veux vraiment faire ça bien et que vous compreniez tout par rapport à ça. Et juste après, Yuta dit à Itadori que lui aussi à l'époque, il a porté un fardeau bien trop grand pour lui. Donc à ce moment-là, il fait clairement référence à Sukuna, qui est en Itadori. Et il explique à Itadori qu'en fait, il pensait que ce pouvoir lui avait été imposé de force, donc que quelqu'un lui avait donné ce pouvoir, on lui avait imposé, que quelqu'un justement l'avait maudit. Alors qu'en fait, non, pas du tout. C'était Yuta lui-même qui avait invité ce pouvoir en lui. Et il dit à Itadori que dans son cas, c'est totalement différent, car ce pouvoir qu'il porte n'est pas le sien. Et que ce n'est pas de sa faute en fait. Donc Yuta essaie clairement de rassurer Itadori, mais Itadori refuse d'entendre la raison. Pour Itadori, ce n'est pas vraiment une question de savoir si c'est de sa faute ou pas qu'il est Sukuna, mais le réel problème est qu'il a tué des gens. Et justement, au moment où il va dire ça, on a Megumi qui arrive. Et on a Itadori du coup qui est totalement surpris, il ne s'attendait pas à le voir maintenant et surtout comme ça. Et Megumi ne perd pas de temps et il lui dit clairement qu'il faut qu'il rentre au lycée. Sauf qu'encore une fois, Itadori ne veut rien entendre. Et il dit à Megumi de ne pas jouer l'ignorant et de ne pas faire comme si de rien ne s'était passé. À ce moment-là, on comprend que Itadori est complètement perdu et justement, Yuta aussi le comprend. Et il nous explique à nous lecteurs qu'en fait, Itadori ne sait pas s'il mérite de vivre ou non. On apprend par ailleurs que c'est pour ça qu'Itadori ne s'est pas donné à fond contre Yuta. Et ça en dit long sur sa puissance. Car certes, Yuta ne s'est pas donné à fond du tout lui aussi, il aurait clairement pu tuer Itadori en un coup, mais ça n'empêche pas que Yuta était parti dans l'optique de tuer Itadori. Et le fait qu'il arrive à résister à Yuta, même si encore une fois Yuta n'est pas à fond, tout en ne se donnant pas à fond, donc je parle d'Itadori là, ça prouve qu'il est réellement puissant et qu'il ne fait qu'évoluer. Juste après ça, on a un Itadori qui commence à crier, qui est totalement énervé et qui dit qu'il a tué des gens et qu'à cause de lui, plein de gens sont morts. Donc à ce moment-là, on se dit tous, oulalalala, il dit ça devant Fujigoro. Megumi tient énormément à la vie humaine et justement à la vie d'autrui. Donc on se dit clairement ça va pas le faire et qu'il va y avoir une baston. Mais pas du tout. Megumi réplique tout simplement avec un « à cause de nous ». Et à ce moment-là, on comprend clairement que Megumi a évolué et que ce n'est plus le même qu'au tout début. Ce n'est plus ce garçon qui est renfermé sur lui-même et qui est un loup solitaire. Megumi a changé et il s'est ouvert aux gens. Justement grâce à Itadori. Itadori a fait changer Megumi. Et Megumi justement rajoute à Itadori de ne pas faire comme si c'était le centre du monde. Et justement cette phrase fait beaucoup de sens. Car encore une fois, à l'époque Megumi voulait tout endosser tout seul. Comme si c'était lui le centre du monde. Puis il termine en disant à Itadori que ce ne sont pas des justiciers mais juste des exorcistes. Et cette phrase est très importante. Car au début du manga, Megumi dit « Je ne suis pas un justicier, je suis juste un exorciste ». Il disait à l'époque à cause de moi, lorsque quelque chose n'allait pas, c'était toujours à cause de lui. Et aujourd'hui, il ne laisse pas endosser seul la responsabilité à Itadori, il endosse la responsabilité avec lui. Ce qui nous prouve encore une fois que ce perso a clairement évolué, qu'il a changé aux côtés d'Itadori et que désormais ce n'est plus le loup solitaire comme il était avant. Il rajoute d'ailleurs à Itadori qu'ils n'ont pas le temps de penser à eux-mêmes et que leur rôle est de sauver des gens. Il dit par la suite qu'il pensait que c'était ça la principale motivation derrière les actions d'Itadori. Et là on a Itadori qui est pensif et qui se dit que le souci c'est que tant qu'il se trouvera dans les parages, Megumi souffrira. Donc clairement on sent que Itadori est totalement perdu, qu'il ne sait plus quoi faire. Il s'en veut terriblement. Lui qui tient autant à la vie humaine, eh bien désormais il est totalement désemparé. Lui justement qui voulait vivre le plus longtemps possible afin de se faire plein d'amis, afin de bien se faire voir, afin d'aider les gens et surtout afin d'avoir une mort digne de son nom. Eh bien, il se retrouve maintenant à ne plus réellement savoir s'il mérite de vivre ou non. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'incendie de Shibuya a eu un énorme impact sur la mentalité d'Itadori. Et suite à tout cela, Megumi dit à Itadori, et d'ailleurs on ne s'y attendait pas du tout, de commencer par le sauver lui, donc de sauver Megumi. Donc là on se dit mais pourquoi il demande à Itadori de le sauver? Enfin, Megumi est justement capable de se battre tout seul, sans forcément l'aide des autres. Et à ce moment, il explique à Itadori qu'en fait un certain Kamo Noritoshi a mis en place un combat à mort entre exorcistes, et que justement ce combat à mort s'appelle la traque mortelle.
Et justement, ça nous fait écho à ce que Geto a dit il y a quelques chapitres de cela. Et du coup, on se rappelle tout de suite que la sœur de Megumi s'est faite maudire et qu'elle était dédiée du coup à participer à une sorte de combat à mort. Et justement, Megumi explique cela et il dit que sa sœur se trouve aussi dans ce piège. Et puis juste après, il demande de l'aide à Itadori et lui dit qu'il a besoin de sa force. Puis après cela, nous avons les règles justement de cette traque mortelle. Pour faire un résumé de cette traque mortelle et de ses règles, il faut savoir qu'après avoir réveillé une technique d'exorcisme, chaque joueur a 19 jours pour se rendre à une barrière et de déclarer sa volonté de participer à la traque mortelle. Si jamais quelqu'un qui n'est pas assigné à la traque mortelle interfère justement dans cette traque mortelle, donc par exemple une personne lambda qui entre dans cette barrière sans forcément faire exprès, eh bien cette personne se verra dédier le rôle justement de joueur à la traque mortelle, car ça sera interprété comme une volonté justement de sa part de participer à la traque. Il faut savoir aussi que des points seront octroyés aux joueurs autant la vie d'autres joueurs, que ces mêmes points octroyés lors d'une élimination sont déterminés par le maître du jeu, et que c'est le maître du jeu qui donne une indication de la valeur du joueur éliminé. Donc par exemple, si on part du postulat que Itadori interfère avec la traque mortelle, qu'il devient du coup un joueur à part entière de cette traque mortelle, que Tsukumi, la sœur de Megumi, arrive à tuer Itadori, et que le maître du jeu trouve Itadori assez puissant, eh bien Itadori donnera potentiellement, je ne sais pas moi, par exemple 150 points à la sœur de Megumi, tout en sachant qu'un exorciste vaut 5 points et un non-exorciste vaut qu'un seul point. D'autres règles viennent s'ajouter à cela, comme par exemple le fait que chaque joueur ayant accumulé 100 points gagne le droit de négocier avec le maître du jeu afin d'ajouter une règle à celle déjà établie. Le maître du jeu, lui, sera obligé d'accepter les règles proposées par les joueurs ayant gagné ce droit, à moins que justement la règle proposée n'ait un effet prononcé et pérenne sur le bon déroulement du jeu. Donc la règle ne doit pas réellement avoir un énorme impact sur le déroulement du jeu. Donc une règle du genre, il ne faut pas tuer par exemple de joueurs afin de gagner des points, eh bien ce genre de règles seront refusées car elles viennent empiéter justement sur le principe même du jeu. Et du coup viennent forcément empiéter sur le bon déroulement du jeu. Et pour terminer, tout joueur n'accumulant pas de points pendant une durée de 19 jours se verra privé de sa technique d'exorcisme. Sans oublier que tout joueur ayant enfreint une règle se verra privé de sa technique d'exorcisme. Donc voilà globalement les règles de cette traque mortelle. Cependant il y a quelques zones floues par rapport à ça. Je pense notamment au fait que les joueurs vont éveiller une technique d'exorcisme. Et les non-exorcistes dans tout ça, comment ils vont faire eux? Parce que du coup ce n'est pas des exorcistes. Et forcément, ils ne connaissent pas de technique d'exorcisme. Est-ce que c'est le maître du jeu qui attribue une technique d'exorcisme à chacun? Ce serait logique du coup, et ça résonnerait avec le fait que si du coup un joueur n'accumule pas de points pendant 19 jours, il se verra privé de sa technique d'exorcisme. Donc en gros, il sera clairement confisqué de sa technique d'exorcisme, et ça veut dire plus ou moins qu'on va lui donner une technique d'exorciste. Il y a aussi le fait des règles proposées par les joueurs ayant accumulé 100 points. Jusqu'à quel point elles peuvent être acceptées par le maître du jeu. Car proposer une règle qui n'est pas d'effet justement sur le bon déroulement du jeu, c'est assez dur. Car là, on ne parle pas d'un bonus, mais bel et bien d'une règle, une règle à part entière. Donc voilà, il y a encore quelques mystères par rapport à cette traque mortelle et par rapport aux règles. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que cette traque mortelle s'annonce être le nouvel arc de Jujutsu Kaisen. Voilà ce qui est du chapitre dans sa globalité. Donc on n'a pas eu de combat lors de ce chapitre et on a eu beaucoup de blabla. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, car ça nous a permis de nous resituer le contexte et nous montrer justement quelle direction va prendre la suite du manga et vers quoi on se dirige. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport à ce chapitre. Pour ce qui est justement du flashback d'Itadori et tout, encore une fois, ne vous en faites pas, je me suis pas trop attardé sur ce sujet parce que je vais en faire une vidéo vraiment à part entière. Je reviendrai point par point sur ce flashback et j'émettrai des théories. Et ne vous en faites pas, cette vidéo arrivera bientôt, je vous le promets. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez qu'il va y avoir plus tard, de me dire pour vous comment va se dérouler la suite de l'histoire. Et puis moi je vous dis à la prochaine, bye bye.